Un magnifique paysage. En quelques jours, des milliers de fleurs se sont ouvertes pour embrasser le soleil, ou disons, le prier pour qu'il puisse continuer à projeter sa lumière pour préserver le cycle de la vie. Moi, je regarde sans rien espérer. On ne touche pas au paradis. En même temps, je me confronte à des pensées inquiétantes. Je reconnais que la nature humaine a besoin de convoiter la souffrance pour apprécier pleinement les moments de bonheur, que même les paysages les plus merveilleux finissent un jour ou l'autre par nous lasser, ou du moins par éveiller en nous l'impression que notre besoin de bien-être quotidien peut nous transformer rapidement en esclaves. Je ne connais pas le sens de la vie. J'ai seulement l'impression qu'il repose sur ce vécu qui nous échappe trop souvent au nom d'un confort de l'indifférence que nous érigeons pour répondre à des lois humaines, souvent insipides. Des lois que nous utilisons pour comparer le prix de nos concessions avec celui de loisirs construits d'artifices qui n'ont plus rien à voir avec la vie. Que le bonheur est devenu une fleur de pavot en plastique orange que nous devons préserver comme pour s'accrocher à un paradis artificiel. Heureusement, il arrive parfois qu'un petit animal se mette à nous guider comme si Dieu pouvait laisser tomber son éternelle barbe blanche pour se vêtir d'une fourrure. La marmotte m'a invité à la suivre dans un trou. Enfin. L'odeur de l'humidité et de la terre, des racines plongées dans le vide, comme celle qui nourrit mon identité, un tunnel éclairé de la torche de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, trois mots au sens galvaudé, un tunnel qui devient blanc avant de se jeter dans le soleil. Je viens d'arriver à l'île Notre-Dame, connue aussi sous le nom de l'île à la marmotte, le samedi 2 février 2013, avec pour mission de trouver un étranger qui pourrait poser une question à ma caméra afin que je puisse, ou non, regarder mon ombre pour savoir si l'hiver durera encore 6 semaines ou seulement 1 mois et demi. Comment faites-vous pour être si souriant? Ce vendeur du journal L'Itinéraire aurait pu me demander la forme de l'univers, mais pour une raison que j'ignore, il préfère fouiller dans les profondeurs de mon être. Pas question de me livrer, encore moins de lui avouer que mon sourire s'explique par l'arme climatique Piguet Henricus que je cache dans mon sac à dos. Si, pour formuler ma réponse, je tentais de coller des sourires sur les obsessions qui me rendent associable, ou disons, qui font de moi un être indésirable, je pourrais lui dire que je souris lorsque mon esprit se laisse emprisonner par des bruits inutiles, des messages subliminaux, des mots et des sons répétitifs faisant vibrer le vide qui me sert de plancher pour danser au rythme de l'hystérie collective. Je pourrais ajouter que je souris en pensant à l'affiche géante d'Élisabeth II qui m'a été donnée par le premier ministre Stephen Harper pour souligner la guerre de 1812 du Canada contre les États-Unis, 55 ans avant la création du Canada en 1867. Et encore, que je souris car j'adore risquer quotidiennement de me faire écraser par un véhicule, car obligé de traverser des autoroutes et des boulevards qui longent l'herbe lointaine qu'on dit meilleure. La bonne, la vraie, celle qui croit en harmonie avec les dogmes économiques néocoloniaux qui accompagnent les coupures gouvernementales. Je ne peux continuer. Mes mensonges me font l'effet de lance qui transperce mon corps
pour y laisser entrer un vide glacial que je ne peux supporter. La vérité. Je déteste le martelage de mes sens. Je refuse de me soumettre au symbole loyaliste de la servitude et je préfère de loin l'herbe qui pousse près de mon trou à la lointaine qu'on dit meilleure. La vérité, la voici. Je souris lorsqu'en soutenant des entrepreneurs locaux, j'ai l'impression de sévir contre des entreprises étrangères qui ont troqué les avantages sociaux avec un travail de plus en plus éprouvant et aliénant. Je souris aussi lorsque je découvre que cette consommation politiquement incorrecte confronte les dogmes de gourous de l'infortune qui voient le paradis dans des accords économiques servant à noyer les plus faibles dans l'océan de la compétition. Et lorsque je clame mes mots « acheter localement » en ayant l'impression de provoquer autant de crainte pour le marché global qu'un avion 747 qui ne suivrait plus sa trajectoire de vol, mon sourire éclaire mon regard. La vérité. Aujourd'hui, mon sourire est éclatant à cause de mon piguet Henricus. Pour les profanes, mon arme climatique est un gin québécois produit par les distillateurs subversifs qui devrait se retrouver à la Société des alcools en avril 2013. Un élixir composé de baies de genièvre, d'écorce de citron, de coriandre, d'angélique, de cardamome et de panais, la racine dessinée sur l'étiquette. C'est aussi le résultat d'une coopération avec la Société des plantes de Kamouraska, un village dont le nom amérindien voudrait dire « où les filles sont brunes, jolies et intelligentes », l'équivalent de « où les filles sont francophones », ou encore, selon une autre traduction, « la maison du chat à trois pattes ». J'imagine maintenant l'étranger de poser cette autre question. Quel est le goût du PG Henricus? Son goût m'est inconnu, car le 2 février, je dois éviter de consommer de l'alcool si je ne veux pas provoquer des changements climatiques que vous pourriez regretter. Je vous explique. En me faisant voir mon ombre en double, l'ivresse prolonge l'hiver de 12 semaines à la place de 6. Vous souriez de mon équation simpliste? Nous sommes tous ivres de quelque chose. Pour la marmotte, cette ivresse s'associe à un refus du réveil printanier et du sommeil automnal, un droit de vivre la somnolence de l'entre-deux qui empêche de comprendre que l'exploitation de la mère nature ne peut en aucun cas s'accompagner d'avidité. En d'autres mots, l'ivresse nous permet de multiplier les ombres autour de nous, et lorsqu'elles nous hantent, nous désirons tous les fuir. Pour y arriver, rien de mieux qu'un tunnel qui peut nous transporter presque instantanément vers un paysage de rêve. Le bonheur total. À la condition d'ignorer que ce voyage est pour ceux qui acceptent leur défection quotidienne, ceux qui acceptent de galvauder le sens des mots, de se couper de leurs racines, de faire des petits pas dans l'obscurité de leurs ambitions pour honorer un marché mondial qui ne dort jamais. Un marché qui exige d'eux la même vigilance au point de les condamner à la somnolence de l'épuisement. Un sommeil pas trop profond pour éviter de freiner leur consommation, un réveil pas trop marqué par des rêves de changement et des revendications. La léthargie idéale pour éviter de contempler la torpeur générale et les changements climatiques qui sont devenus les conséquences de notre soif de grandeur. C'était ma réponse.
Je peux maintenant retourner dans mon trou.